Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Notre histoire vous a permis d'en raconter beaucoup d'autres. La force de vos romans égale celle dont vous avez toujours fait preuve dans des moments très durs que votre plume a rendu plus léger. Bonjour Mireille Calmel. Bonjour. Alors, on connaît vos romans, vous vendez des millions d'exemplaires de vos livres. Le nouveau s'appelle D'écume et de sang chez XO. Vous êtes l'une des romancières françaises les plus lues, mais on connaît mal votre parcours finalement, parce que vous écrivez tellement que vous êtes discrète. Hein, tant que ça. Oui. Donc, on va avoir 1 heure pour raconter ce parcours à travers des dates clés. J'en suis ravie. Alors, la première date ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 6 mai 1931. C'est le premier bibliobus en France. Ce système est venu du Royaume-Uni lors de l'exposition coloniale internationale de 1931. Et, oui. Le bibliobus, c'est important pour vous? Oui, c'est important pour moi parce que j'habitais dans une petite commune, un peu éloignée de tout, près de Marseille. Ça s'appelait Saint-Pierre-les-Martigues, vous voyez, donc à côté près de Martigues, oui. Près de Martigues. Mais comme beaucoup de gens à cette époque-là, les livres étaient très chers, c'était très compliqué, et mes parents ne roulaient pas sur l'or, donc le bibliobus venait jusque chez nous, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire. C'était quoi le bibliobus? Que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. En fait, c'était comme une espèce de bibliothèque ambulante. On pouvait soit acheter des livres, soit les emprunter. Ça dépendait aussi de ce que la commune, de ce que la ville mettait comme engagement dedans. Donc c'était le moyen de rendre la lecture accessible à tous. Et il y avait toujours des livres à la maison chez vos parents? Et il y avait toujours des livres à la maison. Maman lisait beaucoup. Et quand le bibliobus ne passait pas, je vais vous faire rire, maman s'est inscrite sur France Loisirs, mais elle n'avait pas les moyens d'acheter les livres France Loisirs. Alors on lisait les résumés des livres sur France Loisirs. D'où le fait que ça a été aussi très important pour moi, par la suite, de signer chez France Loisirs et d'être publié... d'avoir mon premier roman qui soit pris en avant-première par eux, quoi. Alors France Loisirs, ça vient d'Allemagne, c'est le groupe Bertelsmann, oui, qui a lancé ça en 1970, et il y a eu sélection du Reader's Digest qui a enchaîné, et alors je pense que ça va vous amuser aussi. En fait, il y avait un truc, lorsqu'on demandait des livres ou des coffrets de disques à sélection, on ne les payait pas, et on découvrait qu'il y avait un faux huissier qui vous écrivait pendant des semaines. Oui, ça, oh là, mon Dieu. et vous n'avez... Beaucoup de gens n'ont pas payé ces livres et ces coffrets. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Je me souviens de ça. Ouais. C'était des astuces. Alors, vous êtes né à Martigues. Martigues qui est le paradis des cinéastes. Je ne sais pas si vous le savez, Mireille Calmel. Je sais. La cuisine au beurre, notamment, a été tournée là-bas. Et les premiers temps ont été difficiles parce que je crois que votre père est parti quand vous aviez 3 mois. Alors en fait je l'ai pas connu. Mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite, et puis ma mère c'est tout de suite. Ils se sont séparés parce que ma mère est tombée amoureuse d'un autre monsieur qui l'a presque enlevé. Enfin, c'est assez romanesque tout ça. Et puis ce monsieur, c'était Monsieur Calmel. Donc du coup, je n'ai pas connu mon géniteur, et il a été très absent de ma vie jusqu'à ce qu'il décède il y a 2 ans. Donc vous voyez, mon vrai papa, en fait, celui qui m'a élevé, c'est Monsieur Calmel, et c'est pour ça que je porte son nom toujours aujourd'hui. Émile, je crois, de son prénom. Émile, oui, absolument. Et je crois que vous avez rencontré une fois votre père biologique quand vous aviez 18 ans. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, je l'ai rencontré bien plusieurs fois après, évidemment, on s'est vu à de nombreuses reprises après, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour avoir des enfants, c'était pas quelqu'un qui a eu d'autres enfants par la suite et qui ne s'en est pas davantage occupé, qui s'est occupé de moi. Bon voilà, je restais un étranger, mais sans regret, on n'avait pas grand-chose à se dire, c'est tout, voilà. En revanche, vous aviez beaucoup de choses à dire, Mireille Calmel, avec votre grand-père. Oui, alors Monsieur Calmel, qui n'était pas du coup mon grand-père biologique, évidemment, mais Monsieur Calmel, ça a été c'est quelqu'un qui m'a énormément soutenu, porté, et quelqu'un que j'ai aimé profondément. Et qui me faisait voilà, je sais pas, il était persuadé que qu'un jour je côtoierais les grands. Il me disait qu'un jour tu côtoieras les grands, il faut que je t'apprenne à bien te tenir. Il avait quelque chose de particulier. Et il croyait en vous comme romancière aussi. Oui. Alors vos lectures, je crois, au départ, c'est Dumas, Jules Verne et surtout Le Petit Prince. Et surtout Le Petit Prince, oui. Mais c'est toujours pareil, vous savez, je continue à croire qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça marche toujours, ça n'a pas changé. Non, mais Le Petit Prince, vous aviez 9 ans, je crois. J'avais 9 ans. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que j'étais malade à cette époque-là, que effectivement, ce que j'étais à l'intérieur ne correspondait plus du tout à l'image que je renvoyais.
Et par conséquent, c'était d'autant plus vrai que ce que je voulais, c'était qu'on me voit toujours la même. Et alors qu'au lieu de ça, on me jetait des pierres parce que je faisais peur. Ouais, alors, on va en parler, mais il faut savoir que Le Petit Prince, au départ, c'est un conte de Noël qui avait été commandé à Saint-Exupéry. Oui. Il est sorti des États-Unis, mais en France, comme on n'a pas pu se procurer les aquarelles originales, on en a refait d'autres. Ouais, la première édition du Petit Prince, c'est pas du tout c'est pas du tout la même. Exactement. Et peut-être que vous l'ignorez, mais de longues années plus tard, c'est parce que j'ai écrit la suite du Petit Prince avec des élèves d'une école que j'ai eu la chance de rencontrer Michel Duvernet, qui était un cinéaste très proche de la famille de Saint-Exupéry et qui a beaucoup aimé mon travail avec les enfants et qui du coup m'a permis de rencontrer Régine Pernoud. Et de là, voilà. On va en parler justement tout à l'heure. Il faut savoir aussi que celui qui a protégé Consuelo de Saint-Exupéry quand il est mort, c'est un romancier célèbre, c'est Henri Verne, qui a écrit Bob Moran et qui a été très proche d'elle. Tout à fait. Alors, vous tombez malade, effectivement, et à 9 ans, vous tombez gravement malade, Mireille Calmel, et certains sont persuadés que vous n'allez pas survivre. Oui, beaucoup sont persuadés que je ne vais pas survivre. C'est une grave maladie ? On n'a jamais vraiment su ce qui était arrivé. Alors j'ai une hypothèse qui aujourd'hui, je pense, est la plus réaliste. Il s'avère que au-dessus de chez moi, il y avait une pinède et les légionnaires de retour d'Afrique faisaient des manœuvres dedans. Et un jour, mon père, en revenant de la chasse, a ramené un petit fennec. Et il était très mignon, évidemment, comme tous les petits animaux. Et puis, en plus, il était apprivoisé. Donc, sauf que mon père m'avait interdit d'y toucher. Il était dans une cage. Et à un moment donné, il chouinait. J'ai pas pu résister. Je suis allée le caresser et il m'a mordu. Mais évidemment, comme on m'avait dit, surtout, tu touches pas. Bon, je n'ai rien dit à personne. Et 3 semaines à peu près après cette morsure, donc ça s'est guéri tout seul. Mais effectivement, j'ai eu une jambe qui a gonflé, les ganglions qui sont mis à enfler partout. Donc personne n'a jamais fait un vrai lien avec ça, puisqu'on s'est dit que c'était pas vrai, que c'était pas possible. L'animal n'était pas malade. Mais je pense que j'ai dû attraper quelque chose à ce moment-là avec cet animal. Et ce sont, Mireille Calmel, la lecture et l'écriture qui vous ont sauvé ? Oui. Oui, parce que vous avez commencé à écrire. J'ai commencé. Alors, je lisais déjà beaucoup, puis j'ai beaucoup tourné dans les hôpitaux parce qu'évidemment, on était à la recherche de ce que j'avais, donc on a tout essayé. On pensait que j'avais une leucémie, on a énoncé un truc complètement sauvage qui s'appelle le clipper trénonel étaphrus. On me demandait toujours pas ce que c'est, j'en sais rien. J'ai retenu que le nom parce que ça me faisait peur à l'époque. Enfin, tout ce que je sais, c'est que je ne pouvais plus marcher, que j'étais une espèce de chose déliquescente, complètement genre Elephant Man, vous voyez. Et voilà que. Donc il fallait que je me raccroche à quelque chose. Donc effectivement, j'ai commencé à lire beaucoup, de plus en plus, et à partir de là, à écrire. La première histoire, vous aviez 11 ans. C'est Pierrette sur une île déserte, je crois. C'était pas Pierrette sur une île déserte, mais ça s'appelait Tout a commencé par un naufrage, ce qui était une bonne entrée en matière pour imaginer que j'allais couler avec le reste. Mais finalement, non. Et le roman est toujours dans mes tablettes. Ah bon Oui, je l'ai retrouvé l'autre jour en faisant du rangement. C'était amusant. Il faisait 300 pages. C'était vraiment une histoire avec des pirates et plein de trucs dedans. Je me suis amusée à parcourir quelques lignes. Mais celui-là, Bernard Fixon ne l'a jamais lu. Il a lu celui que j'ai écrit à 15 ans. Et justement, alors, vous avez ensuite décidé d'écrire un autre livre. Quand vous avez guéri, le miracle s'est produit. Je crois que vous avez été à l'école jusqu'en 5e. Je suis allée à l'école jusqu'en 5e. Après, j'ai travaillé par correspondance, oui. Parce que c'était plus facile pour vous ? Parce que c'était pas gérable autrement. Je faisais des allers-retours réguliers dans les hôpitaux. Enfin, c'était assez complexe. Et puis je vous dis, il y avait ce rejet complet de ce que j'étais devenue. Donc c'était très difficile à vivre sur le plan psychologique aussi. Et avec une mère qui vous soutenait, je crois qu'elle était guérisseuse, votre mère. Maman était guérisseuse, oui, mais elle a commencé, en fait c'est un petit peu avec moi qu'elle a commencé à prendre conscience de ses dons. Puisque c'est elle qui m'a soignée à partir du moment où elle a décidé que mourir pour mourir, ce serait à la maison, et qu'elle m'a ramenée. Et elle vous a soigné. Et elle m'a soignée. Ouais. Et je crois on l'a demandé dans le monde entier, votre mère. Oui. C'est étonnant. Uniquement par le bouche à oreille. C'est fou. Elle a soigné des gens dans le monde entier. Quand vous guérissez, heureusement, vous écrivez un roman qui est une autofiction, qui est Angélique. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, ça raconte vos peurs, vos douleurs. Vous publiez à compte d'auteur. Alors mes parents, ne sachant pas si j'allais survivre ou pas survivre, en fait ils ont vu une publicité sur un magazine et ils se sont dit ils ne savaient pas du tout comment fonctionnait le monde de l'édition, moi non plus. Donc éditeur cherche auteur, ils ont envoyé et puis évidemment ça ne pouvait que matcher. Donc puisqu'on connaît le crédit de ces maisons d'édition, mais contre toute attente, j'ai vendu tout le tirage. Ouais. Et vous avez envoyé une lettre à quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix.
Happy birthday to you. Ah oui. Happy birthday. Les tontons flingueurs, Évidemment, Lino Lino Ventura. Ventura, oui. Bah, j'ai envoyé. Cet homme m'a toujours énormément touchée. D'abord parce que c'était un papa. Je sais pas, il avait quelque chose qui au-delà de l'acteur, qui me touchait. Et puis j'ai envoyé Angéline. J'ai envoyé le livre. Et puis, surprise, la maison d'édition avait organisé, je me souviens, une signature dans les studios Ricard. Je ne sais même pas si ça existe toujours à Paris encore. Je ne sais pas si ça existe encore. Aux Champs-Élysées, oui. Ouais. Enfin bref, on était une dizaine d'auteurs de cette maison dans ces studios. Enfin, c'était une salle immense, vide. Personne. On était là, notable. Et puis d'un coup, j'ai vu la porte s'ouvrir à l'autre bout et j'ai vu Lino Ventura entrer avec ce livre. Et je me souviendrai toujours de mon cœur qui s'est arrêté de battre. Je ne savais plus quoi faire. Évidemment, l'éditrice s'est précipitée, lui s'est avancé. Elle l'a amené jusqu'à moi. Et je suis incapable de vous dire combien de temps on est resté face à face sans se dire un seul mot. C'est impossible. Et finalement, on ne s'est pas parlé, on ne s'est rien dit. Tout a été dans l'échange de regards. Et puis, il m'a fait un sourire, il m'a dit merci, il a tourné talon, il est parti. Mais c'est un des plus grands moments de ma vie. Et quand j'ai raconté ça à sa fille, puisque on est devenus très amis avec Clélia depuis, elle m'a dit, mais ça, c'est tout mon père. Mais alors, tout mon père. Mais ça reste un des moments les plus beaux de ma vie. Voilà. Il y en a d'autres, on va en évoquer un à travers une autre date, le 26 juin 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Mireille Calmel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mireille Calmel, romancière. Le dernier livre de chez XO, d'Écumée de sang. Vous êtes l'une des romancières les plus lues en France, mais on connaît mal votre parcours, donc on le raconte dans les clés d'une vie. Et je vous en remercie. C'est une joie. Je sais que vous écoutez souvent Sud Radio. Oui, beaucoup. Vous avez bien raison. Et vous êtes de moins en moins la seule. Une autre date importante, le 26 juin 1997. D'après mes renseignements, c'est votre première télé pour la commémoration de la mort de Saint-Martin à Saint-Martin-la-Caussade. Alors oui, en fait, c'est plus qu'une télé, puisque à l'époque, je donnais des cours de théâtre dans cette commune, soutenue par le maire Jacques Narbonne. Ça s'appelait Narbonne d'ailleurs. Et, oui, ça s'appelait Narbonne. Et du coup, passe l'information que il y a des célébrations nationales, qu'il y a un soutien de l'État qui subventionne des spectacles. Donc j'ai proposé un spectacle son et lumière parce que ce que je voulais, moi à l'époque j'étais en insertion, j'étais au RMI. Et je voulais travailler avec des gens en insertion. Et j'ai dit, je voudrais créer un spectacle avec des gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Je veux vraiment aller jusqu'au bout, voir ce que ça donne, et dans l'esprit de Saint-Martin. Et ça a été retenu, il a été sélectionné avec Tours d'ailleurs. On a été les deux communes à vraiment bénéficier de ça, alors que Saint-Martin c'était un tout petit village. Et j'ai fait ce spectacle, j'ai monté ce son et lumière avec 300 figurants qui n'avaient jamais monté sur scène, et c'était absolument dément parce qu'il faisait 2 degrés quand on a fait la générale et que c'était la première fois que j'avais tout le monde sur le plateau. Mais il y a eu une espèce de magie, tout s'est bien passé, ça a été magique. Vraiment. En fait, c'était le 1600e anniversaire de la mort de Saint-Martin. Il y avait une cuvée du millésime 95 et il y avait l'association des Enfants du Monde qui était l'association pour laquelle ce spectacle était donné. Ouais. Et le conseil municipal s'était habillé en gallo-romain. Tout le monde était habillé en gallo-romain, c'était chouette. Et j'avais vu le représentant du ministère de la Culture à l'époque et qui était venu me féliciter en me demandant s'il pouvait déposer, si je lui donnais l'autorisation de déposer ce texte aux archives nationales. Et j'avais trouvé ça... Et dès le lendemain, j'ai dit, bon, maintenant, ça faisait plus de 6 ans que je travaillais sur l'île d'Aliénor, que c'était en dilettante. Je suis allée voir le maire, je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je me mets au lit d'Aliénor, je vais jusqu'au bout. Voilà, alors, juste avant, pourquoi avoir créé cette compagnie qui s'appelait Les Tréteaux de l'Enfance ? Parce que j'ai toujours aimé le théâtre, parce qu'à un moment donné de ma vie, il a fallu que je me mette en scène pour arriver à accepter la petite fille que j'étais. Et puis surtout, vous savez, c'est l'éternel problème. Je me suis tellement vue difforme, j'ai tellement vécu cette difformité et cette différence pendant longtemps. À cause de votre maladie ? À cause de ma maladie, que moi je ne m'aimais pas. Et vraiment, je ne m'aimais pas. C'est d'ailleurs la première phrase du lit d'Aliénor, je ne m'aimais pas. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'aille me mettre en danger, vraiment. Et vous avez, je crois, écrit une 50aine de pièces de théâtre ? J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, oui, pour enfants. Et
mais j'ai pas. Enfin voilà, il y a eu la scène avec le théâtre, mais il y a eu la scène avec les chansons aussi, puisque j'ai chanté. Et il fallait vraiment que je me mette en danger, mais qu'on voit ce que j'avais à l'intérieur. Et vous avez chanté principalement 2 artistes, Céline Dion et celle qu'on va écouter. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère. Et ma jeunesse était Edith Piaf, le prisonnier de la tour. Vous savez pourquoi Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et vous chantiez vous chantiez, vous savez, toujours pareil. Elle a eu aussi un problème. À 3 ans, elle tombe malade. Oui. Elle a une sorte de cécité. Elle se trouve, ça s'appelle une kératite interstitielle. Le médecin la soigne, c'est pas le problème. Et comme Piaf aimait les légendes, elle a fait croire que c'était grâce à ses prières à Sainte Thérèse de Lisieux qu'elle avait guéri. Moi, je peux pas en dire autant. Et pourquoi Céline Dion, pourquoi Piaf et pourquoi la chanson? J'ai pas fait que ça. J'ai chanté toute la chanson française. J'avais un spectacle qui s'appelait de Piaf à Céline Dion, mais je passais par Michel Thor, par toutes les grandes dames qui me faisaient vibrer quand j'étais, qui m'ont permis de tenir debout aussi quand j'étais. Et vous voyez déjà des femmes, quoi. Elles faisaient partie de ma vie, ces dames. Et voilà, non, c'était parce que c'était un répertoire assez classique pour l'époque. Et puis parce que du coup, j'avais des engagements, j'avais des contrats. Bien sûr. Et en même temps, la gestuelle était importante pour vous dans chacune de ces représentations. Ce qui était important, comme je vous le disais, c'était de me mettre en scène. Moi, je venais sur scène avec une bande son, j'avais pas de musicien. Donc j'étais vraiment toute seule face parfois à 300, 500, 1000 personnes. Donc, et dans ce cas-là, avec des reprises de chanteurs, et des reprises aussi importantes que celle-là, aussi populaires que celle-là, vous avez même pas le temps de la chanson pour convaincre, hein, sinon vous êtes lynché, quoi. Et il fallait du coup que je fasse passer autre chose. Et cette autre chose, c'était tout ce que j'avais envie de donner aux gens. Et vous avez défilé aussi sur d'autres scènes comme top modèle, je crois, pour Obad. Aussi. Mais vous en savez des choses. C'est-à-dire Oh, ça c'est la période où j'essayais de me reconstruire après des choses pas très sympathiques. Oui. Et donc voilà, donc j'ai un copain qui à l'époque m'avait dit, j'avais 18 ans, est-ce que tu accepterais de faire des photos? Et j'ai fait des photos pour Obad. Et vous avez aussi fait des spectacles de body painting. De body painting, oui, absolument. En fait, c'est la peinture du corps. On est habillé, je crois que vous étiez habillé en léopard et en femme fleur. Aussi. Mais je crois que j'ai eu tous les... Alors ça, c'était les Arlequins, c'est la période avec Claude de Rocher, qui est un photographe avec qui je faisais des photos de nus, à l'époque aussi. Et du coup, il m'avait dit, j'aimerais bien lancer ça. Je lui ai dit, écoute, on y va. Moi, je suis prête à... Il fallait que je me réapproprie mon corps de toute façon. Et dans le regard des autres, c'était le meilleur moyen. Mais je chantais et je dansais. Il m'est arrivé aussi de danser, de faire donc du pole dance avec habillé de peinture léopard. Et il y a une chanson, Mireille Calmel, qui a aussi été un déclic par rapport à ce qui va arriver ensuite. Joyeuse cité, celle de Carcassonne, hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont Carcassonne, danser. d'ailleurs, chanson célèbre, ville célèbre. Et je crois que toute cette région est à l'origine un peu de votre carrière de romancière. En fait, j'ai quitté Martigues après avoir rencontré celui qui est devenu le père de mes enfants dans le Blayais, à côté de Bordeaux. Et là, je suis tombée un petit peu par hasard, aussi tant est que le hasard existe, sur l'ancien château du prince de Blaye, troubadour de son état. Donc ça m'a interpellée et c'est comme ça qu'est née l'aventure. Oui, Mais vous n'étiez pas historienne, c'est venu comment? Non. Alors, non, on va chercher dans les tréfonds. En fait, je suis une cartésienne qui vit avec des phénomènes paranormaux depuis cette enfance. Voilà. Et donc, c'est venu comme ça. Il y avait ce personnage qui me suivait depuis l'enfance, qui était là, j'avais le sentiment que... Alors, je croyais que c'était une amie imaginaire jusqu'à ce que Régine Pernoud me démontre le contraire. Alors, justement, Aliénor d'Aquitaine, c'est votre premier grand succès. Depuis l'enfance, c'est né comment? Moi, j'avais le sentiment d'une présence et de quelqu'un qui me racontait des histoires, qui m'empêchait de mourir, qui me retenait. Et c'était Aliénor d'Aquitaine? Non, c'était pas Aliénor d'Aquitaine, c'était sa dame de compagnie que à l'époque j'appelais Louane de Grimwald. Après on a changé le nom, on en a fait Loana de Grimwald parce que Bernard Fixot trouvait que Loana ça sonnait mieux que Louane. Finalement, c'est très à la mode, oui. Ben non, c'était avant. Ouais. C'était avant le loft. Après on a regretté parce qu'on s'est dit c'était pas tout à fait adapté. J'ai regretté le jour où il y a quelqu'un qui est venu me demander si c'était les aventures de Loana. Voilà.
Alors, il faut savoir qu'Aliénor, elle était à la fois reine de France et reine d'Angleterre, c'est un personnage hors du commun. Vous avez commencé à l'étudier pour écrire ça. Alors, j'ai pas commencé à l'étudier. Je suis vraiment partie du troubadour, je suis partie de Geoffrey Rudel, et j'avais aucune info, je n'avais pas grand-chose, enfin, à part deux, trois bouquins que j'avais pu trouver à la bibliothèque. Et donc, faut penser que j'habitais vraiment, c'est un tout petit village dans le Nord Gironde, un petit peu oublié de tout, et il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. Et puis, c'est cette rencontre avec Michel Duvernier qui a tout basculé, parce que il adorait Aliénor d'Aquitaine, et après avoir vu mon spectacle sur le Petit Prince, cinéaste, oui, ce cinéaste, il m'a dit, mais expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Alors, je lui ai raconté, je lui ai dit, voilà, je ressens une implication avec le celtisme, avec le druidisme, alors que c'est pas la même époque, je comprends pas, je vois une épée, j'ai le sentiment que Aliénor est liée à la légende arthurienne, mais je ne sais pas comment. Enfin, il y avait tellement d'éléments qu'à un moment donné, il a éclaté de rire. Il m'a dit, écoutez, je vous donne de mes nouvelles bientôt. Et en fait, c'est Régine Pernoud que j'ai eu au téléphone et qui m'a ouvert toutes les portes. Oui, car il a appelé Régine Pernoud, qui avait écrit un livre sur Aliénor d'Aquitaine. C'était un ami de Régine Pernoud. Et donc, Régine m'a appelé très gentiment en me disant, écoutez, je ne sais pas comment vous savez tout ça, mais vous êtes dans le vrai et je vais vous donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Donc, vous avez travaillé à une époque où il n'y avait pas Internet. C'est ça. Donc, je travaillais à la Bibliothèque nationale. Voilà. Et pendant des mois et des mois, vous avez travaillé avec la certitude que ce livre sortirait. Oui. Alors, tous les éditeurs les ont refusés au départ. Je l'ai envoyé à une vingtaine de maisons d'édition, parmi les plus grandes. Et puis, dans le lot, il y avait Bernard Fixot. Voilà. Et c'est lui qui a tout de suite dit oui. C'est lui qui a dit oui. Et le titre est né au cours d'une conversation. Oui, parce que je me suis, je sais pas, on était en train de discuter, je me suis mise à fredonner aux marches du palais. Oui. Cette belle chanson. Et puis à un moment donné, évidemment, dans un grand lit carré, nous nous retrouverons. Et là, il a dit, voilà, le lit d'Aliénor. Et je dis, mais oui, au fait, c'est vrai. Le lit d'Aliénor, c'est l'histoire d'un premier lit, c'est l'histoire de son premier mariage et premier lit. Le lit de justice, c'était celui aussi. Voilà, donc finalement, le lit, c'était pas juste la sensualité d'Aliénor qui apparaissait, c'était toutes les étapes de cette vie et de cette première rencontre, de ce premier mariage. Ouais, c'est normal pour un lit d'être sur une couverture, d'ailleurs. Tout à fait. On va continuer à évoquer votre carrière et vos livres à travers une autre date, le 18 décembre 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Mireille Calmel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mireille Calmel. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau livre d'Écume et de sang chez XO, votre nouveau roman. Et on revient à une date qui est le 18 décembre 2008. C'est le jour des dépôts de statut de la Ligue de l'Imaginaire. Ah oui. Alors moi, je n'ai pas fait partie de la première vague. Je ne suis rentrée dans la Ligue que bien quelques années plus tard. Après avoir reçu un coup de téléphone de Bernard Werber. Alors Bernard, je le croisais régulièrement sur les salons et bonjour, bonsoir, ça s'arrêtait là. Et puis là, il me laisse un message, Mireille, j'aimerais beaucoup déjeuner avec vous. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc à l'occasion d'un séjour à Paris, j'ai déjeuné avec Bernard et on a vraiment fait connaissance. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, j'aimerais vraiment. Et en fait, quand j'ai dit que ce serait bien qu'on s'ouvre un petit peu sur quelques dames, qu'on en reçoive un peu dans notre... Parce que non, il y a que des hommes, ça va pas. Tout le monde a pensé à vous. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que je vous connais pas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, la rencontre avec Bernard. Et on a passé un moment charmant, et j'ai dit oui tout de suite, parce que tous les auteurs qui faisaient partie de la Ligue étaient des gens que j'aimais beaucoup en tant qu'auteur, et en tant que personne. Je les croisais sur les salons, et c'était déjà des gens qui me touchait. Alors il faut savoir, Mireille Calmel, que la Ligue de l'Imaginaire, au départ, c'est une bande de copains dont les médias ne parlent pas assez. Bernard Werber, je crois que je suis un des rares à avoir régulièrement parlé de lui. Ouais. Il est assez seul et qui vendent beaucoup de livres. C'est ça. Et il y a Maxime Chatham, il y a Mathias Malzieu, Bernard Minier et quelques autres, que des best-sellers, et vous. Et se retrouver là-dedans, ça permet de se soutenir. Alors, pour devenir best-seller, il faut savoir que le livre d'Aliénor est sorti. Oui. Ça a été un immense succès à votre surprise générale. Oui, bien sûr, parce que Bernard Fixot m'avait dit on va essayer d'en vendre 200 000, c'est un roman historique, ça va être compliqué, tout ça. Et puis, je me souviens à l'époque, moi je ne connaissais absolument rien dans le monde de l'édition, mais alors rien du tout, je débarquais, et je l'ai regardé froidement, j'ai dit mais on va pas en vendre 200 000, on va en vendre 1 million. Il explosait de rire, il m'a dit non mais la grosse tête, ce sera pour plus tard, mademoiselle.
Et j'ai dit, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, on va en vendre 1 million. Et on en a vendu 1,5 million. Donc finalement, voilà. Donc ça a été un peu, ça a été complètement décalé, mais c'était la même certitude. En fait, c'était pas une question d'ego. Je n'ai jamais eu d'ego. Je me considère comme une passeuse de mémoire ou une raconteuse d'histoire, mais pas comme un écrivain. Je m'en fiche du statut. J'aime apporter quelque chose aux gens et raconter. Donc, ils ne me connaissaient pas à l'époque. Il faut imaginer tout. Et à partir de là, mais c'était une évidence pour moi. L'évidence que ça allait dépasser quelque chose. Mais parce que vous avez trouvé l'éditeur qu'il fallait, alors qu'au début, personne n'en voulait. Non, mais c'était même pas une question d'éditeur, c'était la certitude que cette histoire-là devait être racontée et que c'était à moi de le faire. Voilà. Et en même temps, les romans historiques, il y en avait, mais comment toucher le public, comment y arriver? Et comment expliquez-vous ce succès immense, Mireille Calmel? Alors, avec le recul, je pense que j'ai quand même été grandement aidée par la sortie des Piliers de la Terre quelques mois auparavant. Parce que Ken Follett avait ouvert la voie. Il y avait une espèce de mise à l'écart des romans historiques quand je suis arrivée, et juste avant, je vous dis, le succès des Piliers de la Terre a ramené un peu le roman historique sur le devant de la scène. C'était 15 ans après, on retrouvait un peu les mêmes personnages. Après, honnêtement parlant, j'ai pas d'explication, si ce n'est aussi l'engouement de François Zir du groupe Bertelsmann tout entier pour ce livre, puisque il faut savoir qu'il est sorti en avant-première, François Zir, mais il est sorti en avant-première dans 15 pays en même temps, par l'entremise du groupe Bertelsmann, et que ça a été un succès partout dans toute l'Europe. C'est ça aussi qui a fait... Et puis que Bernard Fixot a fait quelque chose que peut-être un autre éditeur n'aurait pas fait. Il leur a laissé 3 mois pour le vendre, à l'époque. Et ça a aidé. Et ça a aidé, bien sûr. Et alors, vous avez vu le public arriver en masse dans des signatures, dans des salons? Oui, c'était fou. Et j'ai même une anecdote. Ma première signature, je l'avais faite dans un François Zir, à Dijon. Et il y avait des murs entiers du lit d'Aliénor. C'était absolument effarant, impressionnant. Je me sentais toute petite au milieu de tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire mes signatures et j'ai une dame qui arrive, l'air très bougon. Elle avait 2 livres à la main, mais très, très bougon. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Et elle pose les livres sur la table et elle me dit, je suis très en colère. Et là, je fais, oula, je suis très en colère parce qu'on m'a obligé à acheter votre livre. Alors là, doublement, oula. Je me ratatinais sur mon siège. Elle me dit, oui, vous comprenez, on rentre dans une boutique, il n'y a que vous, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Alors on vous met le livre entre les mains et on vous force à l'acheter. C'est inadmissible. J'ai dit, d'accord. Elle me dit, vous savez, je les ai menacés de retirer ma carte d'adhérent. Ah, elle me dit, bon, et puis finalement, ils avaient raison. Et elle me dit, bon, vous m'en dédicacez 2, ça c'est pour offrir. Voilà, exactement. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et vous avez fait aussi, avec la Ligue de l'Imaginaire, Mireille Calmel, des festivals. Oui. Il y a eu le festival Plume de Glace et Serge Chevalier, et puis le festival du film fantastique de Gérard Maire. J'ai fait quelques festivals avec eux, pas ceux-là, mais j'en ai fait d'autres qui ont été très, très, très chaleureux. Oui. Et puis, vous avez fait aussi des écoles, des hôpitaux. Oui. Ça, c'était important pour vous? Oui, c'était important pour moi, oui. Et là aussi, c'est une chose que peu d'écrivains font, mais qui était enracinée au fond de vous-même, peut-être à cause de votre passé. Oui, et puis de toute manière, je peux pas concevoir. Vous savez, comme vous le disiez, j'ai une maman guérisseuse qui m'a appris le don de soi, qui m'a appris à transmettre, à pouvoir poser la main sur le bras de quelqu'un et à pouvoir apaiser la peur, la douleur, tout ce qu'on peut apaiser par un simple geste. Donc, je peux pas concevoir ma vie sans ça. J'ai été très malheureuse pendant la période Covid, je vous assure. Oui, parce qu'il y avait rien à faire, à part écrire. Oui, alors il y a toujours à faire. Moi, je ne sais pas m'ennuyer, donc clairement, c'est pas le problème. Mais c'est le fait de ne plus pouvoir toucher, de ne plus pouvoir. On n'imagine pas tout ce qu'un geste, tout ce qu'un contact peut apporter. Vous avez aidé beaucoup de gens à tenter de guérir? Alors j'ai reçu beaucoup de courriers, notamment après la publication de La Rivière des âmes, qui a été le seul roman qui n'est pas historique, mais qui est directement en lien avec tous les autres. Et énormément de gens, puisque ce livre apparemment a été thérapeutique. Il m'a sauvé la vie, et moi une deuxième fois, enfin une énième fois plus exactement. Oui, car vous avez été malade aussi plusieurs fois. Oui, j'ai côtoyé la mort, j'ai tutoyé la mort, comme on dit, à plusieurs reprises, et pour l'instant on est des bonnes copines, elle me laisse tranquille en ce moment. Bon, oui. J'espère que ça va durer encore un peu. Mais ça m'a permis de me rendre compte vraiment que j'étais devenue leur amie de papier.
Et ça, voilà, je sais pourquoi j'écris. Au-delà du fait d'aimer raconter des histoires, au-delà de cette espèce de pression que je ne peux pas expliquer, qui, comme je vous disais, je suis une cartésienne qui vit avec des phénomènes paranormaux qui m'amènent sur les chemins de mes héroïnes. Mais au-delà de tout ça, voilà, c'est la transmission qui est importante pour moi. La transmission et puis la force que vous avez, parce que quand on était malade plusieurs fois, avoir une telle force, un tel optimisme, c'est pas si fréquent. Comment vous faites? C'est de l'instinct de survie. Aujourd'hui, je pense que je pense que c'est de l'instinct de survie. Totalement. Ça veut dire que quand on est malade, ce qu'il y a dans la tête est plus important encore. Je ne sais même pas si c'est dans la tête. Je crois que c'est quelque chose de profondément ancré en soi qui fait que vous guérissez ou vous guérissez pas à un moment ou à un autre. Je ne peux pas expliquer ça. J'ai découvert au fil du temps et de mon parcours de malade, entre guillemets, ce que c'était que le sang-froid. On dit toujours on a du sang-froid, on n'a pas de sang-froid, mais en réalité on ne sait pas ce que c'est. Et quand véritablement vous vous rendez compte que vous devenez une machine, à partir du moment où vous êtes en combat, vous devenez une machine. Et je ne peux pas expliquer. Je n'ai pas eu peur, à aucun moment je n'ai eu peur. J'ai eu peur après, rétrospectivement, ou j'ai eu peur avant, mais à partir du moment où je savais contre quoi je me battais, j'étais une espèce de guerrier sans nom, sans visage, et tout ce que je savais c'était que la vie devait gagner, c'est tout. Mais c'est quelque chose de viscéral c'est au-delà de la décision. Oui, et justement, ce côté phénomènes paranormaux, tous les livres, vous les avez rêvés pratiquement avant de les écrire. Ça se passe toujours, oui, de la même manière. Ce sont alors pas tous, parce qu'évidemment j'ai écrit aussi, comme je vous disais, des pièces de théâtre, j'ai écrit des romans jeunesse qui n'obéissent pas au même schéma. Donc je suis capable de construire des histoires totalement imaginaires. C'est pour ça que je fais aussi partie de la Ligue de l'imaginaire. Mais il y a cette part de moi qui effectivement, la plupart des livres XO, pour ne pas dire tous, sont basés exactement sur le même principe. Ce sont des rêves récurrents qui, exactement comme vous savez, un film. Vous regardez un film, vous mettez pause. Voilà. Bon, je me réveille, je mets pause, ça met pause. Quand je me rendors, le film recommence. Et si ça s'est pas terminé en une nuit, ce qui est très rare, le lendemain ça continue. Et jusqu'à ce que j'ai des noms, des dates, des lieux, et à partir de là, je commence mes recherches. Mais il faut se souvenir de tout ça, Myriam. Mais je m'en souviens. Je me souviens les rêves, de tout. on s'en souvient pas entièrement. Ah, mais moi je me souviens de tout. Je me souviens des émotions, je me souviens de tout, des visages, absolument de tout. Et comme si j'étais. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais tu es la réincarnation de. Non, je suis témoin des choses. Je suis témoin de ce qui se passe, comme si j'étais à l'intérieur du film et que je vois tout. Et à ce moment-là, par contre, mon côté cartésien parle, j'ai besoin de tout vérifier. Donc je mets une vigilance absolue, accrue, à vérifier absolument toutes ces sources qui n'en sont pas, puisqu'elles sont totalement improbables. Et je vais chercher au plus près de l'information dans les archives, auprès des historiens. Enfin, je fais des recherches extrêmement poussées pour presque, j'allais dire, me mettre en défaut. Alors, à 98-99%, je vérifie tout. Et vous avez même rêvé, je crois, un jour, l'incendie de Notre-Dame, Myriam Calmel. Oui. Alors oui, je l'ai rêvé, mais il se passait... après, c'était après le véritable, enfin celui qu'on a connu, puisque j'écrivais un roman et j'ai vu les images et je comprenais pas parce que c'était juxtaposé à ce qu'on avait vu à la télévision, enfin moi ce que j'avais vu à la télé. Et par contre, c'était pas la même époque. Les maisons n'étaient pas situées pareil, la configuration. Et puis Notre-Dame n'avait pas ces deux tours, donc c'était très particulier, très perturbant. Et j'ai fini par chercher dans les archives pour savoir si elle avait déjà brûlé, et j'ai trouvé. Oui, elle a brûlé avant Victor Hugo. Oui, j'ai trouvé. Et vous avez trouvé. Alors effectivement, vous avez commencé à chercher avant qu'Internet existe. Ah ben j'ai commencé à chercher depuis toujours, parce que j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis comme ça. J'ai arrêté de croire en Dieu il y a bien longtemps, parce que j'ai vu mourir des enfants autour de moi et que je ne comprenais pas. Donc je suis pas quelqu'un de mystique. Et quand on n'est pas quelqu'un de mystique et qu'on vit avec des phénomènes paranormaux, c'est compliqué. Oui, mais il y a des tas de choses inexpliquées. Prenez les maisons hantées aujourd'hui. On sait qu'il y a une maison rue Frochot à Paris où il y a un compositeur, Victor Massé, qui est mort. Mathieu Gallet, le critique de théâtre, est mort. Oui. Et puis Sylvie Vartan y a habité quelques jours et elle a fui. Oui, tout ça ne s'explique pas. Non, mais après, moi j'ai une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je considère pas, d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui que les émotions sont des ondes, que nous émettons des
des ondes en permanence. Et aujourd'hui, regardez, on est à Sud Radio, la maison des ondes, elles vont se balader un petit peu partout dans l'air, on ne les voit pas, mais il suffira d'allumer son poste et on nous aura dans les oreilles. Donc j'imagine que c'est un petit peu pareil, je dois avoir une espèce de décodeur dans la tête qui me branchait sur le Moyen-Âge. Alors, vous écrivez sans un plan établi, à l'inverse de quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. C'est une invention du XIIe siècle et que les gens du XIIe et du XIIIe baignaient dedans. Jeanne Bourrin, auteur de La Chambre des Dames, c'est quelqu'un qui vous a aussi beaucoup marqué. Énormément. Vous l'avez connu ? Non, j'ai pas eu cette chance. J'ai croisé Juliette Benzoni à l'occasion d'un reportage qui avait été fait avec plusieurs romancières, à l'époque où je faisais partie du prix des romancières d'ailleurs. Mais Jeanne Bourrin, oui, c'était un modèle, effectivement. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et moi, je l'ai souvent rencontrée. Elle m'expliquait qu'elle avait des fiches. Elle notait tout sur des fiches avant d'écrire un livre, ce qui n'est pas votre cas. Pas du tout. Je n'écris rien. C'est-à-dire que je suis bercée un peu par les images que j'ai vues. Après, une fois que j'ai fini mes recherches, que j'ai vraiment tout décortiqué, que je sais que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est voilà. Quelle est la part de l'imaginaire que je peux entrer dans le livre, je lâche tout. Eh ben voilà, vous lâchez, et ça donne un livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 19 mai 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Mireille Calmel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mireille Calmel. On a parlé de vos débuts, des pièces de théâtre, des romans, des premiers romans de la Louve du lit d'Aliénor. Et puis, un nouveau roman est sorti le 19 mai 2022, d'Écume et de sang. Une histoire qui est partie d'un récit authentique, Jeanne de Belleville, la première femme pirate ou la première femme corsaire. Alors, pirate ou corsaire, enfin, moi j'ai tendance à dire corsaire parce que malgré tout, dans le contexte historique, elle aurait été corsaire, mais les lettres de course n'existaient pas, donc le terme n'existait pas à cette époque-là. On est au temps de la guerre de 100 ans. On est au tout début de la guerre de 100 ans, oui, et au tout début de la guerre de succession du duché de Bretagne. Et donc Jeanne de Belleville est une dame qu'on a oubliée dans l'histoire d'ailleurs. Comment est venue cette idée ? De la même manière que les autres, j'ai presque envie de vous dire. Sauf que c'était un petit peu différent pour Jeanne, parce que... Il y avait un festival à Montaigu, je crois. Alors, il y a eu un festival, mais je fais régulièrement le printemps du livre de Montaigu depuis des années, depuis 20 ans. Et j'ai rencontré beaucoup d'auteurs et beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'elle pendant plusieurs années. Mais en fait, tout a démarré en 2005. J'avais écrit Lady Pirate. Mais là, c'est des femmes pirates, Marie-Reed, Anne Bonny, qui étaient assez connues. Et puis, le magazine Prima m'a demandé un petit roman pour l'été, ce qu'ils appelaient les mini-romans à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je suis sur la lignée des pirates, pourquoi pas une autre femme pirate ? Et je me suis souvenue de Jeanne. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'elle ? Voilà, donc j'ai écrit ce mini-roman, mais ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait commencé à me hanter et qu'elle continuerait jusqu'à maintenant. Parce que, à l'inverse, je vous disais, mes rêves récurrents sont des images. Là, je n'ai pas vu d'image, j'ai entendu une voix qui me racontait une histoire. Et je me suis réveillée avec l'impression qu'on me plantait un poignard dans le cœur. C'est d'une violence émotionnelle telle que j'ai eu l'impression que j'ai cru que je faisais une crise cardiaque tellement c'était fort. Je me suis dressée sur le lit avec les mains sur le ventre. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et j'ai mis énormément de temps à me rendormir. Quand je me suis rendormie, ça a recommencé. L'histoire a continué. Et là, j'ai dit waouh. Donc là, à partir de là, quand j'ai compris que c'était elle, je me suis dit je peux pas porter ça trop longtemps, ça va me tuer. Et comment vous avez compris que c'était elle, Mireille Calmel ? Parce qu'à un moment donné, Olivier, elle a parlé d'Olivier de Clisson. Et Olivier de Clisson était son mari, donc c'était dans votre rêve. Voilà, dans mon sommeil. Donc ça m'a. Donc j'ai cherché. Voilà, là, j'ai vraiment creusé. Je suis allée vérifier toutes les informations qu'elle me donnait. Enfin, qu'elle me donnait. C'est difficile de dire ça. Que je captais, que je récupérais, que je... je sais toujours pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment l'impression d'écrire avec la main de quelqu'un sur l'épaule. Oui, d'ailleurs, le livre est écrit à la première personne. Oui. Elle se raconte. Alors, Jeanne de Belleville, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, au départ, c'est une femme qui tombe amoureuse d'Olivier de Clisson, un breton. Un des plus grands. Alors, c'est une bretonne. Hein. C'est une bretonne, elle a 13 ans et elle croise Olivier de Clisson sur un quai de Nantes. Elles ont tombé éperdument amoureuses. C'est un amour, sauf que c'est un amour interdit. Les Clisson sont des ennemis de sa famille et son père lui interdit de l'aimer. Il la marie de force à un soudard qui pourtant est un grand ce domaine. C'est pas forcément un être méchant, mais qui se sert d'elle finalement pour faire du mal aux Clisson lui aussi, parce que persuadé que s'il fait du mal à Jeanne, il fera du mal à Olivier. Olivier de Clisson, qui est un baron breton. C'est un baron breton. C'était une des plus grosses familles de Bretagne.
Et puis le hasard de la vie les sépare donc un certain temps, enfin le hasard, plutôt la volonté du père qui les sépare un certain temps. Et puis Jeanne devient veuve, Olivier devient veuf, le papa n'est plus là pour interdire quoi que ce soit, ils se retrouvent enfin. Et pendant 13 années, c'est un bonheur sans faille absolu, où elle lui donne plusieurs enfants, où elle pense que enfin sa vie a du sens. Et puis tout bascule parce que la guerre de 100 ans arrive, parce que le duc de Bretagne meurt, parce qu'il y a des prétendants à ce trône-là, et que le roi de France prend le parti d'un des prétendants, le roi d'Angleterre un autre. Olivier de Clisson est ami avec les deux prétendants, donc il est un petit peu sur voilà, comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises. Et puis finalement, il a une droiture toujours exceptionnelle parce que c'est un homme qui place l'honneur avant le reste, et il a toujours donné sa vie au roi de France, donc il reste fidèle au roi de France, mais il est capturé par l'anglais, et à cette occasion, le roi de France imagine qu'il l'a trahi. Et puis s'ensuit un espèce de quiproquo, parce que finalement il dérangeait pas mal de monde aussi, donc il fallait l'éliminer. Olivier de Clisson est invité à un tournoi, il pense qu'on va lui remettre la charge de connétable qu'il brigue depuis un certain temps. Sa femme le laisse partir pas tranquille, et effectivement, elle ne le reverra pas. Ouais, il va avoir la tête tranchée, vous le racontez dans ce livre. Donc oui, alors, le rôle décapite, et c'est ce que voit Jeanne quand elle vient chercher des nouvelles d'Olivier à Nantes. Elle voit la tête de son mari sur une pique, parce que le déshonneur ne suffit pas, le déshonneur et l'injure ne suffit pas, on y ajoute le déshonneur de cette manière. Alors, il faut savoir que la guerre de 100 ans qui a duré 116 ans d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, faut rendre les chiffres exacts. Ça va déclencher en elle une sorte de vengeance. C'est votre livre. Elle va passer de la terre à la mer. Elle va d'abord parce que ça n'a pas remué que Jeanne. Enfin, quand j'ai remué, bouleversé, détruit Jeanne. Brusquement, elle cesse d'être la mère, elle cesse d'être l'épouse. Elle devient un chef de guerre extrêmement redoutable. Et elle va rallier à elle près de 5000 hommes, enfin, qui ne comprennent pas le geste du roi, et parce que le roi, l'accusation du roi ne repose sur rien, et puis il n'exécute pas seulement Olivier, il exécute les gens qui étaient avec lui, et d'autres, une douzaine de seigneurs bretons d'importance. Donc elle décide vraiment d'entrer en guerre. Donc, et quand elle ne peut plus le faire sur terre, à ce moment-là, elle vend ce qui lui reste de bijoux, elle arme un navire qu'elle appelle Ma Vengeance, et elle part sur mer, et c'est là qu'effectivement elle commence à bloquer les côtes pour empêcher que Paris soit ravitaillé, que le roi de France puisse jouir de... À partir du moment où on lui a tout pris, elle décide qu'elle va tout lui prendre. Ça veut dire des recherches longues pour trouver des éléments, parce que c'est quand même loin, la guerre de 100 ans, il n'y a peut-être pas beaucoup d'archives. Il y a un certain nombre de choses aussi quand même, et puis bon, j'ai eu la chance de rencontrer, quand je vous le lisais, grâce au Printemps du livre de Montaigu, pas mal d'auteurs, dont un qui est Élie Durel, dont son livre est un très très beau roman aussi sur Jeanne, et nous avons beaucoup discuté de ces hypothèses parce qu'elles confortaient les miennes. Et en même temps, on avait des... Voilà, moi, s'il me manquait des infos, il m'a dit, écoute, tu peux aller les trouver dans tel livre, dans tel endroit, tel... Donc, ça a été très, très chouette. J'ai vraiment... les gens savent comment je travaille, ils savent que je suis bienveillante et que j'ai pas de... Et puis, à aucun moment... moi, je supporte pas l'idée, vous savez, de prendre quoi que ce soit à quelqu'un. Donc, l'idée d'un plagiat inconscient me terrifie absolument. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai appelé Élie en lui disant, écoute, voilà, je voudrais être sûre que tu n'as pas inventé ça ou que tu n'as pas fait ci ou ça, parce que moi je vois ça, mais je veux surtout pas avoir le sentiment d'eux. Il m'a dit non, tout ça c'est avéré, il faut que tu ailles chercher là, il faut que tu puisses ici, il faut que tu... Et effectivement, il m'a aiguillé, et puis pas que lui d'ailleurs. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont permis d'aller au plus près de l'histoire de Jeanne et de conforter les images que j'avais dans la tête et le cœur. Et c'est une femme méconnue dans l'histoire, Jeanne de Belleville. C'est une femme méconnue dans l'histoire. Alors, on a parlé de la guerre des deux Jeannes, qui était Jeanne de Flandre, qui s'est bien illustrée elle aussi, et que j'ai un peu évoquée dans un autre de mes romans qui s'appelait La fille des Templiers, et puis celle Jeanne la Boiteuse, qui était une des prétendantes, qui était la prétendante au trône de succession de Bretagne. Mais c'est vrai qu'elle, on l'a un petit peu oubliée. Alors est-ce que c'est parce que justement elle a tellement fait couler d'encre et de sang qu'à un moment donné elle a un petit peu gêné les historiens? Parce que vous savez, une femme qui en fait trop et qui boute le derrière des grands, ça dérange. Voilà. Et justement... on a retenu Jeanne d'Arc.
Voilà, il y a un lien. Et effectivement, vous faites partie de celles qui, depuis des années, ont pratiqué le féminisme avant la lettre. C'est-à-dire que toutes les héroïnes de vos romans, Mireille Calmel, sont des femmes. Ce sont des femmes, oui. Alors après, il y a de très beaux personnages d'hommes, parce que tout de même, j'aime les messieurs. Hein, et je trouve qu'une vie sans messieurs, ce serait triste. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas. Donc, elles sont bien entourées, elles sont très bien entourées, mais pas que. Voilà, mais pas que. Donc... Alors je ne sais pas si c'est un acte féministe volontaire ou pas d'ailleurs. Elles apparaissent par le hasard de ces rêves. Est-ce qu'elles sont le cheminement de mes propres valeurs, ou est-ce qu'elles sont simplement des reflets de l'histoire parce qu'elles incarnent tout ce pourquoi je me bats, le courage, l'abnégation, l'espoir, l'énergie de vie, la force. Et cette force que j'essaie de transmettre par tous les moyens à mes lecteurs et lectrices. Et dans ce roman, Mireille Calmel, votre Jeanne de Belleville, elle se bat, mais comme une lionne, comme une tigresse, c'est son surnom. Son surnom, la tigresse bretonne ou la lionne sanglante. Et vous racontez des combats qu'elle a menés qui sont totalement surréalistes à la limite. C'est d'autant plus surréaliste que certaines scènes ont été très difficiles à écrire, que j'ai dû me faire violence pour le faire. En tant que mère, je me revois encore pleurer à chaud de larmes, tout en me disant non, je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Je peux pas, parce que c'était une telle intensité émotionnelle que ça me bouleversait trop. Et puis bon, le faire quand même, parce qu'il fallait le faire, il fallait aller jusqu'au bout. Je crois pas qu'il y ait un livre de toute l'histoire, de toute ma propre histoire, en tout cas littéraire, qui m'ait autant coûté émotionnellement. Et à la fois, je pense que tout le monde vous le dira, c'est ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un qui a un ego démesuré, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais pourquoi je suis là, mais je pense sincèrement que c'est un de mes meilleurs livres. Parce que justement, il a cette empreinte que n'ont pas les autres. Cette première personne où on est allé jusqu'au bout. Nous, elle et moi, on est allé jusqu'au bout de quelque chose qui me dépassait. Oui, et en même temps, vous rendez hommage à cette femme qui est un exemple aussi. Absolument. Ah oui, elle est à la fois terrifiante par certains aspects, parce que sa vengeance a confiné par certains moments à la folie, mais à la fois, elle a été capable d'une résilience totale et d'un regard d'une lucidité implacable sur elle-même. Ça, c'est un exemple.